Chaque année, des milliers de grues à Tours s'élèvent dans le ciel du monde entier, de véritables géants d'acier, sans lesquels la construction de gratte-ciel serait impensable. Elles soulèvent des centaines de tonnes de béton et de métal, grandissent avec le bâtiment et disparaissent aussi mystérieusement qu'elles sont apparues. Imaginez une grue qui avale de nouvelles sections, s'élevant elle-même de plus en plus haut, jusqu'à atteindre des centaines de mètres dans le ciel. Mais comment fait-elle? Et surtout, comment la démonte-t-on ensuite du sommet du gratte-ciel? Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret d'ingénierie qui tient plus de la magie que de la technologie de construction. La construction d'un gratte-ciel est un processus complexe, en plusieurs étapes. La grue, qui effectue le travail principal de levage des éléments lourds de la structure, doit grandir en même temps que le bâtiment. Tout commence par la base, la fondation. Contrairement aux bâtiments ordinaires, la fondation d'une grue à Tours doit supporter non seulement son poids, mais aussi les charges latérales colossales qui se produisent pendant son fonctionnement. Les ingénieurs calculent la fondation en tenant compte du type de sol, du poids de la grue et de la charge maximale qu'elle devra soulever. Il s'agit généralement d'une dalle de béton massive, renforcée d'armature, qui s'enfonce profondément dans le sol. Une fois la fondation durcie, on y monte la section de base. C'est un châssis métallique qui constitue le premier élément, le plus bas, du mât. Des éléments spéciaux y sont fixés pour y joindre les sections suivantes. À ce stade, on installe également le châssis de base, une croix en acier qui assure la stabilité de la grue. Des mécanismes hydrauliques responsables de l'autolevage sont également fixés à ce châssis. La partie principale de la grue est son mât, qui se compose de sections distinctes, généralement de 3 à 6 mètres de long. Ces sections sont livrées sur le chantier par camion. Le processus de montage se déroule par étapes, et c'est là que le plus intéressant commence. Les 4 ou 5 premières sections sont assemblées à l'aide d'une petite grue mobile ou d'un autre mécanisme de levage. Une fois cette première partie montée, on y installe la plateforme tournante avec la cabine de l'opérateur, les contrepoids et la flèche. Mais comment la grue se soulève-t-elle pour ajouter les sections suivantes? C'est ici qu'intervient la magie de la technologie d'autotélescopage. À l'intérieur du mât de la grue se trouve un mécanisme à vérin capable de soulever la partie tournante de la grue. Une fois que la grue s'est élevée de plusieurs mètres, une nouvelle section est introduite dans l'espace libéré entre le châssis de base et le mât. La grue, à l'aide d'un dispositif de levage spécial, saisit la section au sol, la hisse et l'installe à sa place. Ce processus se répète encore et encore. La grue semble littéralement avaler les sections les unes après les autres, augmentant progressivement sa hauteur. C'est un processus lent, mais continu, qui permet à la grue de grandir en même temps que le bâtiment qu'elle dessert. Plus la grue est haute, plus les charges qu'elle subit sont importantes, en particulier celles dues au vent. C'est pourquoi, lorsque la hauteur du mât dépasse certaines limites, généralement 40 ou 50 mètres, il est nécessaire d'ancrer la grue à la structure du bâtiment. Cela se fait à l'aide de supports en acier spéciaux, qui sont fixés au plancher monolithique ou aux structures métalliques du bâtiment. En général, ces ancrages sont placés tous les 30 mètres. Cela assure la stabilité, empêche l'oscillation et, en fin de compte, rend le travail de la grue sûr. Pour la construction en hauteur, on utilise des modèles de grues spécifiques. Leur particularité réside dans leur hauteur impressionnante
et la résistance de leurs matériaux. Le métal dont sont faites les sections doit supporter des charges incroyables de compression, de traction et de torsion. Chaque section est une structure en treillis complexe, conçue pour avoir une rigidité maximale avec un poids minimal. Un autre détail important est le système de commande. Il doit être extrêmement précis, car l'opérateur doit manœuvrer une charge qui peut se trouver à des centaines de mètres de distance. Les grues modernes sont équipées de systèmes GPS, de caméras et de capteurs qui transmettent des informations sur le poids, la vitesse du vent et la position de la charge en temps réel. Lorsque la construction est terminée et que le gratte-ciel est prêt, vient l'étape finale, non moins complexe. Le démontage de la grue. C'est un processus inverse qui exige encore plus de prudence. Si la grue était ancrée au bâtiment, ses ancrages sont retirés de haut en bas. Ensuite, en utilisant le même mécanisme, la grue commence à se démonter elle-même. Elle abaisse la plateforme tournante, détache les sections et les descend au sol. Cependant, lorsque la grue devient trop basse pour effectuer ces opérations, une question se pose. Comment démonter les dernières sections ? Ici, les ingénieurs ont recours à deux méthodes principales. L'utilisation d'une autre grue, plus petite. Dans la plupart des cas, on hisse à l'avance sur le toit du gratte-ciel une grue de démontage plus petite, capable de démonter la grue principale. Cette grue plus petite fonctionne généralement à l'électricité et est plus légère que son majestueux prédécesseur. Si l'utilisation d'une seconde grue est impossible, on démonte la grue pièce par pièce, en utilisant des treuils et l'ascenseur de service du bâtiment. Les plus petites pièces sont descendues par la cage d'ascenseur, et les plus grandes par des ouvertures spéciales dans les planchers. Cette méthode exige une précision extrême et beaucoup de temps. Le processus de montage et de démontage d'une grue à tour est l'illustration d'une pensée d'ingénierie géniale, qui permet à un géant de grandir aux côtés du bâtiment qu'il crée. Chaque section, chaque boulon et chaque mouvement de la grue font partie d'un algorithme complexe qui commence sur les plans et s'achève sur le paysage urbain, où le gratte-ciel, tel un être vivant, s'étire vers le soleil grâce à son assistant d'acier. La plus grande grue à tour du monde. À ce jour, l'une des plus puissantes est considérée comme la Kroll, K10000. Sa capacité de levage maximale atteint 120 tonnes et sa hauteur peut dépasser 100 mètres. En général, de tels géants sont utilisés pour la construction de centrales nucléaires ou de grands sites industriels. La plus haute grue à tour du monde a été utilisée pour la construction du gratte-ciel, Burj Khalifa à Dubaï. Sa hauteur de travail atteignait 828 mètres et elle est considérée comme l'un des projets d'ingénierie les plus complexes de l'histoire. Son démontage a duré plusieurs mois et pour démonter les sections supérieures, on a utilisé une grue spéciale de type araignée, conçue par les ingénieurs spécifiquement pour ce projet. Une grue à tour de taille moyenne, travaillant sur un chantier de construction, a une capacité de levage de 8 à 20 tonnes. Cela permet de soulever des blocs de béton, des poutres en acier, des matériaux de construction et des équipements. La vitesse de levage du crochet des grues modernes peut atteindre 200 mètres par minute à vide et 40 mètres par minute avec la charge maximale. Cela permet de déplacer efficacement les matériaux à de grandes hauteurs, accélérant considérablement le rythme de la construction. Le montage d'une grue à tour ordinaire de taille moyenne prend d'1 à 3 jours, selon l'expérience de l'équipe et les conditions météorologiques. Cependant, le montage d'une grue pour un gratte-ciel peut durer d'1 à 2 semaines et plus, car le processus d'allongement du mât se déroule parallèlement à la construction.
Imaginez une usine, grande comme 42 terrains de foot. Des robots y travaillent au millimètre près et des bus y sont équipés de plus de 1000 capteurs, analysant 100 gigaoctets de données routières chaque jour. Ici, les itinéraires se mettent à jour toutes les 10 secondes et la peinture ne se contente pas d'être appliquée. Elle fusionne littéralement avec le métal. C'est bien plus qu'une simple chaîne de production. C'est une véritable révolution technologique. Vous vous demandez comment on y fabrique le transport du futur? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous allez être bluffé. Cette usine, qui s'étend sur plus de 300 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'environ 42 terrains de foot, est dotée de plafonds si hauts qu'ils peuvent accueillir d'immenses lignes de production et des bras robotisés colossaux. Pour aller d'un bout à l'autre, les employés se déplacent en chariots électriques, car le trajet à pied serait interminable. C'est un véritable concentré d'innovation et d'efforts humains. Les robots gèrent les tâches répétitives au millimètre près, tandis que les humains prennent les décisions clés qui nécessitent intuition et expérience. Ici, on ne fait pas qu'assembler, on fabrique aussi la plupart des pièces essentielles. Les éléments principaux des bus, comme le châssis, la carrosserie, les panneaux ou encore certaines parties des systèmes électriques, sont produits sur place. Pour les pièces plus complexes, telles que l'électronique ou les mécanismes spécialisés, l'usine fait appel à des fournisseurs. Mais au final, tout est assemblé et intégré directement sur site. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. D'abord, le châssis du bus passe par une phase de mise en squelette. De puissants robots soudentent la structure, avec une précision telle que l'erreur est quasiment impossible. Ensuite, on attaque la peinture. Ici, l'usine privilégie des matériaux écologiques, qui protègent le métal de la corrosion et garantissent une durabilité hors pair. La peinture n'est pas simplement appliquée, elle fusionne littéralement avec la surface grâce à un procédé spécial de polymérisation. Dans de vastes ateliers automatisés, les bus avancent lentement dans des cabines dédiées. Les techniciens, équipés de protection et assistés par des bras robotisés, pulvérisent la peinture, qui non seulement couvre la carrosserie, mais s'y associe pour former un film parfaitement lisse et ultra résistant. Le plus intéressant commence après la peinture. Les bus passent dans des chambres spécialisées, où la température et l'humidité sont contrôlées au degré près. C'est là que la peinture cuit via la polymérisation. Une réaction chimique qui rend le revêtement non seulement esthétique, mais aussi incroyablement robuste. Visuellement, on dirait que chaque bus reçoit son costume, qui l'enveloppe et le protège durablement. Et ensuite, l'intérieur. Sièges, plancher, panneaux de contrôle. Tout est installé à la main. C'est là que le toucher humain joue un rôle crucial. Rien que pour poser l'ensemble des éléments intérieurs, il faut entre 8 et 12 heures par bus, selon les spécificités. On procède ensuite au montage progressif de l'habitacle. Chaque siège est fixé manuellement, car la moindre erreur pourrait affecter le confort et la sécurité des passagers. Puis viennent les panneaux de contrôle, le câblage électrique et tous les réglages des systèmes embarqués. C'est une étape cruciale, non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique. Après tout, l'intérieur doit être aussi fonctionnel qu'agréable à l'œil, pour que les passagers se sentent à la fois en sécurité et à l'aise. Les bus urbains Toyota ne se contentent pas de transporter des passagers. Ils interagissent avec l'infrastructure routière en analysant le trafic en temps réel. Résultat, des itinéraires optimisés et moins d'embouteillages. Et que diriez-vous d'un système qui ajuste automatiquement la température à bord
en fonction du nombre de passagers. Eh bien, c'est déjà en place ici. Ainsi, ces bus sont équipés de technologies et de capteurs de pointe, capables de comprendre la situation sur la route et d'interagir avec l'environnement. Chaque véhicule compte plus de 1000 capteurs, surveillant tout, de la vitesse à l'état de la chaussée, en passant par la météo. Et chacun peut collecter plus de 100 gigaoctets de données par jour afin de planifier son trajet au mieux. Toutes les 10 secondes, ces bus collectent des informations sur la circulation et ajustent leur itinéraire en fonction de la situation. Accidents, bouchons, changement d'horaire. Le système traite et réagit à ces données en 1 milliseconde, ce qui permet de corriger la trajectoire avant même que le problème ne survienne. Ainsi, non seulement le transport de passagers est plus efficace, mais la consommation de carburant et les émissions sont réduites grâce à l'optimisation en temps réel. On a presque l'impression d'avoir affaire à des coéquipiers intelligents, capables de s'adapter en permanence. L'usine étonne aussi par sa culture de la collaboration entre l'humain et la machine. Les robots s'occupent des tâches pénibles ou dangereuses, tandis que les équipes humaines se concentrent sur les réglages fins et le contrôle qualité. Les machines nous rendent plus performants, mais c'est toujours nous qui décidons, confie un ingénieur expérimenté. Toyota investit des milliards non seulement dans la technologie, mais aussi dans le développement durable. L'usine fonctionne grâce à des énergies renouvelables et s'attache à réduire ses déchets au maximum. Les résidus de peinture sont recyclés et l'eau est traitée puis réutilisée. La peinture qui n'adhère pas à la surface des bus est collectée par des systèmes de filtration et des séparateurs centrifuges. Ensuite, on sépare la peinture en particules solides et en composants liquides. Les résidus solides sont compactés en blocs et réutilisés pour la fabrication de revêtements routiers ou de matériaux industriels. Les parties liquides sont purifiées et peuvent être réemployées lors de l'application de la peinture. À chaque étape de peinture, une quantité importante d'eau est utilisée pour nettoyer les surfaces et maintenir l'équipement en bon état. L'usine emploie alors un système de traitement en plusieurs étapes. Une filtration mécanique retire d'abord les grosses particules de peinture et la saleté. Un traitement chimique neutralise ensuite les composants toxiques. Une étape biologique, avec des bactéries spécialisées, décompose les résidus restants. Enfin, une filtration membranaire parachève le tout, obtenant une eau propre qui retourne dans le cycle de production, pour laver les bus et garder les cabines de peinture impeccables. Grâce à ce processus, l'usine diminue sa consommation d'eau de près de 70% par rapport à un procédé classique. Ce dispositif ne sert pas seulement à baisser les coûts, il rend la production bien plus respectueuse de l'environnement. Et vous savez quoi? C'est l'une de ces avancées qui prouve que même les géants de l'industrie peuvent penser à la planète. Des usines de cette envergure dessinent le futur de la mobilité que nous utilisons tous les jours. Moins de bouchons, un air plus pur, des trajets plus confortables. Tout commence ici, au cœur de la chaîne de production. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus futuriste glisser sans effort dans votre ville, rappelez-vous. Son voyage a commencé ici, dans l'immense usine Toyota, où des hommes et des femmes bâtissent déjà le transport de demain. Chaque année, on démantèle plus de 30 000 vieux locomotives et wagons aux 4 coins du monde. Mais attention, ce n'est pas juste un simple démontage. C'est littéralement une seconde vie pour des milliers de tonnes de métal et des centaines de pièces. Imagine des grues capables de soulever plus de 100 tonnes et des hangars longs d'1 kilomètre ou plus, où des trains attendent leur tour pour être mis en pièces. Le plus fou, le métal récupéré sert à fabriquer de nouvelles voitures, des bâtiments et même de l'électroménager.
comment ces mastodontes cassés finissent-ils par faire partie de notre quotidien? Regarde jusqu'au bout et découvre tout le processus de l'intérieur. As-tu déjà vu renaître quelque chose qui semblait complètement hors d'usage? Franchement, c'est bluffant! Quand un train ne peut plus transporter ni voyageurs ni marchandises, on l'envoie dans une usine de recyclage spécialisée. Et là, commence le véritable dépouillage. On ne jette pas tout en bloc, on récupère ce qui peut encore servir. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que convoyer un train jusqu'à l'usine de démantèlement, c'est déjà tout un défi. Le moyen le plus répandu, c'est de le charger sur des wagons plateformes spéciaux, de grandes plateformes roulantes tractées par un autre loco. Si le train est trop endommagé pour bouger, on fixe simplement la plateforme à un convoi en état de marche, qui l'emmène directement à la station de recyclage. Si l'endroit de destination est trop éloigné de la ligne de chemin de fer, ou si l'on ne peut pas utiliser le rail, on fait appel à des véhicules de transport spéciaux, capables de supporter tout le train d'un coup. Ces transporteurs sont énormes, dotés de roues surpuissantes pour encaisser le poids colossal de la rame. On utilise parfois des remorques surbaissées pour éviter que le train ne touche le sol. Parfois, quand il est impossible de déplacer la rame entière, on la découpe directement sur place, puis on transporte chaque tronçon séparément. C'est certes plus fastidieux, mais ça évite bien des complications pour convoyer de si grands engins. Locomotives et wagons regorgent de composants, moteurs, transmissions, systèmes électriques et même l'habillage intérieur. Tout ça a de la valeur. Tu savais que les pièces métalliques des trains peuvent être refondues et réutilisées pour fabriquer d'autres infrastructures ferroviaires, voire pour la construction de bâtiments? Mais avant d'en arriver là, il faut tout démonter, du plus gros élément, la caisse ou les roues, aux plus petits détails, comme les lampes ou les tablettes. Les hangars de démantèlement sont souvent immenses, couvrant parfois plusieurs milliers de mètres carrés. Et la machinerie utilisée sur place réclame un vaste espace pour manœuvrer, que ce soit pour soulever une locomotive complète ou de grands tronçons de wagons. Certains sites disposent de hangars, pouvant culminer à 20 mètres de haut, pour accueillir les plus gros wagons et locos, et d'une surface leur permettant de traiter plusieurs trains en même temps. Souvent, il y a aussi de grandes aires extérieures, où les trains attendent leur tour. Ces zones sont recouvertes d'un revêtement spécial pour prévenir la pollution et garantir la sécurité des ouvriers. Imagine, il faut bien une centaine de mètres pour démonter un seul train en toute sécurité. Donc, certains sites s'étendent sur plus d'1 kilomètre de long. Sur place, on trouve des grues ultra puissantes, capables de soulever et de déplacer les plus lourdes sections, ainsi que des machines de découpe et d'autres outils de démontage. Certaines grues peuvent encaisser plus de 100 tonnes sans broncher, pour manipuler une loco ou un gros wagon. Il existe aussi des zones dédiées au tri des métaux, à la récupération des déchets et à la préparation du recyclage. On y retire d'abord les matières dangereuses, comme les huiles ou le carburant, avant de s'attaquer au démontage en lui-même. La première étape consiste à retirer tous les matériaux à risque, carburant, lubrifiants, batteries et autres substances toxiques ou explosives. C'est un travail manuel pour éviter toute contamination et protéger le personnel. Ensuite, on passe au gros du démontage. On enlève d'abord tout ce qui n'est pas structurel, portes, fenêtres, sièges,
câblage. Puis, grâce à de puissantes machines de découpe, on sectionne les plaques métalliques de la carrosserie. Les plus gros morceaux sont tissés par des grues, tandis que les plus petits sont découpés ou broyés. Les locomotives, plus massives, se démontent par étapes. On retire d'abord les composants électriques, les systèmes pneumatiques, les roues, et toute pièce pouvant être réparée ou réutilisée. Ensuite seulement, on découpe la structure métallique avec des chalumeaux et des scies capables de trancher de l'acier bien épais. Une fois le train entièrement mis en pièces, les métaux partent vers des installations spécialisées pour être fondus et transformés. Ce qui peut encore servir est nettoyé, puis refondu pour donner vie à de nouveaux produits. Les métaux issus des vieux trains servent souvent à fabriquer des structures en acier, voire d'autres véhicules. Selon la complexité du train et la quantité de travail, le processus peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toutes les pièces métalliques, des roues jusqu'aux caisses, sont envoyées dans des aciéries, où on les fait fondre pour créer de nouvelles pièces, voire de nouvelles rames. Non seulement ça économise du métal neuf, mais ça permet aussi d'exploiter au mieux les ressources déjà disponibles. Et oui, le métal d'un vieux train peut servir à fabriquer non seulement d'autres trains, mais aussi des voitures, des structures de bâtiments, du mobilier et même des appareils électroménagers. Cela dit, on ne jette pas tout pour autant. Les pièces encore utilisables sont réparées et réintégrées ailleurs. Les systèmes électriques, l'habillage intérieur, même les sièges ou les tables peuvent être remis en état pour équiper d'autres trains ou être recyclés dans d'autres projets. Eh oui! Tu peux parfois retrouver des sièges de train réaménagés dans un aéroport, une gare ou même un hôtel. Quant aux moteurs, ils peuvent parfois servir de base à de nouvelles locomotives ou à des machines industrielles. Maintenant, parlons un peu d'écologie. Quel impact ce recyclage a-t-il sur la planète? Le démantèlement et la refonte des métaux représentent un moyen concret de préserver nos ressources naturelles. Chaque train recyclé, c'est moins de minerais à extraire de la terre, et ça profite directement à l'environnement. Au lieu de puiser sans cesse dans de nouvelles ressources, on redonne une seconde vie aux matériaux existants. Ça réduit les coûts de production, limite la pollution, et freine les émissions de gaz à effet de serre. Grâce aux avancées technologiques, le recyclage des trains devient de plus en plus efficace. On utilise aujourd'hui des méthodes ultra-modernes pour extraire rapidement les matériaux réutilisables et optimiser le démontage des vieilles machines. Par exemple, la robotique permet d'accélérer les opérations, d'améliorer la sécurité du personnel et de gagner en précision. C'est un sacré progrès, et ce n'est pas près de s'arrêter. Alors, la prochaine fois que tu vois un vieux train rouillé dans un coin, souviens-toi, il finira peut-être transformé en voiture flambant neuve ou en structure métallique dans un bâtiment, prêt à commencer une nouvelle aventure. Imagine un pneu capable de tenir 300 000 km. Oui, 300 000! C'est comme boucler 7 fois le tour de la Terre. La production d'un tel mastodonte pour poids lourd peut prendre jusqu'à 5 ans, et la température à l'intérieur de sa fabrication grimpe à 150 degrés Celsius. De quoi faire fondre du plomb. Mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Un savant mélange de caoutchouc naturel, d'acier et d'ingrédients secrets que Michelin protège jalousement, comme la recette du meilleur croissant. Comment crée-t-on ces merveilles d'ingénierie? Allez, on va creuser la question.
Tout commence par l'équipe d'ingénieurs et de designers, qui déterminent les priorités des pneus de nouvelle génération. Économie de carburant, longévité accrue ou meilleure grippe? Parfois, c'est un combo de tout ça. Ensuite, ils conçoivent des modèles informatiques pour simuler le comportement du pneu dans toutes sortes de conditions. Imagine un simulateur de course, mais à la place du pilote, tu as des formules, des données et de l'intelligence artificielle. Mais rentrons plus dans le détail. Le développement d'un nouveau pneu poids lourd Michelin s'étale entre 2 et 5 ans. D'abord, on étudie le marché et les besoins. Une fois la modélisation informatique finalisée, on produit les premiers prototypes physiques qu'on teste en labo et sur route. À ce stade, on peut créer des dizaines de versions avant de trouver la combinaison parfaite de matériaux, de sculptures et de structures. Si le pneu réussit les essais, on lance la production de masse, ce qui prend encore entre 6 et 12 mois pour régler les lignes de fabrication et valider le contrôle qualité. Résultat, du premier concept à la mise sur le marché, il peut s'écouler près de 5 ans. Si tu crois qu'un pneu poids lourd, c'est juste un gros bout de caoutchouc, tiens-toi bien. Il contient du caoutchouc naturel et synthétique, du noir de carbone, de la silice, une armature en acier ou en fibre textile, plus toute une série d'additifs chimiques. Le tout est malaxé dans d'énormes mélangeurs industriels, sous un contrôle qualité draconien. Imagine des mixeurs géants de la taille d'un camion, qui grondent et font vibrer les murs en béton. À l'intérieur, le caoutchouc naturel et synthétique se mêle au noir de carbone, à la silice, à des additifs spéciaux, et à un tas d'autres ingrédients top secrets que Michelin préserve jalousement, un peu comme la recette du meilleur croissant. Le caoutchouc, fondu, se répand sur les parois, façon lave volcanique, tandis que de puissantes pales en acier mélangent le tout jusqu'à obtenir une masse homogène. La température atteint 150 degrés Celsius, et la pression est si forte qu'elle pourrait comprimer une voiture à la taille d'une valise. Après plusieurs étapes de mélange, la masse obtenue sort des machines, sous forme de plaques épaisses et brûlantes. On les refroidit vite fait, puis on les découpe en bandes. C'est à partir de ces bandes qu'on façonnera les futurs pneus. Ça donne l'impression d'être au cœur d'un volcan industriel, où le chaos initial se mue en formule parfaite de robustesse. Ensuite, on fait passer ces bandes dans des moules spécifiques, où le pneu prend progressivement sa forme définitive. Mais étape par étape. D'abord, la gomme est roulée à travers de gros cylindres d'acier, pour la transformer en longues bandes épaisses. Puis, on les découpe selon les dimensions voulues. Avant que ces pièces en caoutchouc ne passent sous presse, on les superpose sur un tambour spécial. On ajoute la carcasse, métallique ou en fibre synthétique, pour renforcer le pneu, les flancs, la couche interne d'étanchéité. Ce n'est pas encore le produit final, plutôt une ébauche toute molle, sans sculpture. Un peu comme un donut pas cuit. Ensuite, cette ébauche file dans une presse géante, où elle est cuite sous plusieurs dizaines de bars et à environ 170 degrés Celsius. À l'intérieur du moule, un relief vient s'imprimer dans la gomme, donnant naissance à la sculpture du pneu. Ce processus peut durer de 15 minutes à 1 heure selon la taille. Une fois démoulé et refroidi, le pneu passe au contrôle qualité. Le poids d'un pneu poids lourd Michelin dépend de son type et de son usage, mais en moyenne, il varie entre 50 et 80 kg. Les pneus pour camions de longue distance, comme le Michelin X-Line Energy, pèsent plutôt autour de 60 ou 70 kg. Les modèles renforcés destinés aux chantiers ou aux tombereaux de carrière peuvent monter à 150 kg et plus. Et pour les énormes dumpers miniers, transportant des centaines de tonnes de roches,
un pneu peut peser jusqu'à 4 tonnes. Bref, un pneu poids lourd n'est pas juste un rond de caoutchouc, mais un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, conçu pour marier solidité, endurance et efficacité énergétique. L'une des étapes les plus bluffantes, c'est le contrôle qualité. Michelin teste chaque série de pneus. Pour vérifier par exemple la résistance à l'usure, on installe les pneus sur des camions de test qui avalent des kilomètres sans s'arrêter, sur des circuits fermés, reproduisant toutes sortes de revêtements. Asphalte, pavé, gravier, nid de poule. Les véhicules enchaînent virages serrés et freinage d'urgence. Un bon test pour la déformation et la surchauffe. Il y a même des surcharges volontaires, pour voir si la carcasse fatigue sous un poids supplémentaire. Un seul de ces camions peut parcourir jusqu'à 100 000 km lors d'un essai. Et oui, certains pneus finissent détruits dans ces tests. Tout ça pour la sécurité des conducteurs. Si on n'a pas le temps d'attendre l'usure naturelle, on utilise des bancs d'essai spécialisés. Les pneus y roulent sur des cylindres qui imitent la route et on les fait courir des milliers de kilomètres sous charge. Certaines gammes de pneus Michelin destinées au transport longue distance, comme la X-Line Energy, peuvent rouler jusqu'à 300 000 km avant le premier changement. C'est comme parcourir 7 fois l'équateur. Environ 80% des pneus usés peuvent être rechappés avec une nouvelle bande de roulement, prolongeant leur durée de vie de 100 ou 150 000 km. Le rechappage ou la resculpture se pratique dans des usines spécialisées ou des ateliers certifiés Michelin. Cette technique offre une seconde vie aux pneus, réduit les coûts pour les transporteurs et diminue l'impact sur l'environnement. Pour rechapper un pneu, on le démonte du camion, on l'examine à fond, puis on utilise échographie, radiographie et laser pour détecter d'éventuelles micro-fissures internes. Si la carcasse est en bon état, le pneu repart pour un tour. Des pneus Michelin bien choisis et correctement gonflés permettent de baisser la consommation de carburant de 3 à 5%. Si un camion consomme 30 litres de diesel au 100 km, on peut économiser jusqu'à 4 500 litres sur 300 000 km, rien qu'avec les pneus. Pour une flotte de 100 camions, cela peut représenter des économies de carburant se chiffrant en millions d'euros par an. Moins de carburant, c'est aussi moins d'émissions de CO2. Les grandes flottes peuvent ainsi réduire leur rejet de plusieurs milliers de tonnes chaque année, ce qui fait du bien à la planète et répond aux normes environnementales en vigueur. Chaque année, on balance des millions de machines à laver dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, on jette environ 10 millions de ces appareils. Tu te rends compte? En Europe, c'est pareil. Au Royaume-Uni, plus de 3 millions de machines partent à la casse chaque année. Vu leur taille, leur poids et la complexité de leurs matériaux, un recyclage efficace est crucial pour la planète. Alors, voyons ensemble comment on récupère ces vieilles machines avant de les démanteler. De nombreuses grandes marques et enseignes d'électroménager proposent aujourd'hui des programmes de trade-in ou le retrait gratuit de l'ancien appareil à l'achat du nouveau. Aux États-Unis, on trouve ce genre d'initiative chez Whirlpool, LG ou Samsung. Et en Europe, il y a la fameuse directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, DEE. Les conditions varient. Certaines boîtes se contentent d'embarquer ton ancien modèle. D'autres t'offrent une petite remise sur le neuf. Par exemple, Whirlpool aux États-Unis peut octroyer entre 50 et 100 $ de rabais
sur une machine à laver neuve. LG et Samsung, parfois, montent à 100 ou 200 $ lors de promos spéciales. En Europe, certains programmes offrent jusqu'à 10% de réduction sur le nouvel équipement. Mais, soyons clairs, les ristournes ne sont pas toujours énormes. La plupart des entreprises voient surtout ça comme un geste écologique, pas comme un argument marketing fracassant. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de collecte de déchets électroniques, où tu peux déposer toi-même ta vieille machine à laver. Souvent, ces centres bossent main dans la main avec les municipalités ou des boîtes privées. Dans certains pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis, il y a même des services municipaux dédiés à l'enlèvement d'appareils volumineux. À New York, par exemple, tu peux bénéficier d'un ramassage gratuit via le programme municipal NYC Safe Disposal. De plus, certaines entreprises de récupération de métaux rachètent ou enlèvent gratuitement ces machines, avant de les expédier en atelier de démantèlement, où elles sont triées pour récupérer le métal, l'électronique et le plastique. D'abord, on classe les machines par catégorie. Celles qui fonctionnent encore, celles qui sont à moitié en rade et celles qui sont complètement fichues. Les modèles en état de marche peuvent être retapés puis revendus, tandis que les autres partent en démontage. On commence par retirer les panneaux extérieurs, la porte, le tambour, le moteur, la partie électronique, les câbles et la pompe sont démontés à part, car on peut les réutiliser ou les recycler séparément. On trie aussi les métaux, inox, aluminium, cuivre, et on met de côté les pièces plastiques. Tout ça peut se faire manuellement ou via des chaînes automatisées, munies de broyeurs, d'aimants et de séparateurs à air. Les chaînes automatisées de recyclage des machines à laver fonctionnent par étapes, chacune dédiée à un type de matériau différent. D'abord, les appareils arrivent sur un tapis roulant où de puissants broyeurs à rotor fragmentent l'ensemble en morceaux de 3 à 10 cm. Impressionnant, non? Ensuite, on fait passer ces fragments dans des séparateurs magnétiques qui attirent les métaux ferromagnétiques, comme l'acier ou la fonte, pour les isoler du reste. Puis, un séparateur à courant de Foucault propulse hors du flux les métaux non ferreux, comme l'aluminium et le cuivre. Le plastique et les matériaux légers sont écartés grâce à des séparateurs à air. Un souffle puissant projette les particules les plus légères vers le haut, direction un autre conteneur, tandis que les morceaux plus lourds poursuivent leur route sur le convoyeur. En fin de chaîne, on utilise des scanners optiques pour analyser la composition des résidus et les orienter vers la bonne filière de traitement ou d'élimination. Une fois triés, tous ces matériaux, plastique, métal, verre et autres, empruntent des circuits de valorisation ou de recyclage spécifiques. Les restes métalliques, comme les pièces en acier, sont expédiés vers les usines sidérurgiques pour être refondus et servir à fabriquer de nouveaux produits. Les séparateurs magnétiques font ça très bien. Ils extraient tout ce qui est fer ou acier, prêt pour la fusion. Les parties en plastique, elles, sont broyées et compressées en briquettes. Ces blocs prennent ensuite la direction d'usines spécialisées, où on les transforme en nouveaux objets en plastique ou en matière première pour d'autres appareils. Quant aux éléments en verre, la porte vitrée par exemple, on les nettoie à fond pour les faire refondre et obtenir un verre flambant neuf. Les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés, certains caoutchoucs ou mélanges trop complexes, sont incinérés ou mis en décharge sur des sites spécialisés. Grâce à ce tri et à ce recyclage poussé,
On limite drastiquement ce qui finit à la décharge, tout en réinjectant des matières premières dans le circuit économique. Dans certains cas, pour les composants vraiment coriaces, on recourt à des techniques spéciales, pyrolyse, traitement chimique, etc., afin d'éviter pollution et émissions toxiques. Imagine, par exemple, un assemblage plastique-métal-caoutchouc. Ce genre de mix a besoin d'un traitement approfondi pour séparer chaque partie. Sans ça, on risque la contamination ou le rejet de substances nocives. Souvent, les éléments en caoutchouc, surtout quand ils contiennent des composés chimiques, ne se recyclent pas facilement à cause de leur structure. Alors, on les traite par pyrolyse ou via d'autres procédés chimiques pour les décomposer en fractions plus simples, réutilisables ou au moins éliminables sans risque. Dans certains cas, la machine renferme des substances toxiques, par exemple du mercure dans d'anciens relais, piles ou lampes intégrées. Il faut alors des méthodes spécifiques pour neutraliser ou isoler ces matières. Parfois, on va jusqu'à employer des réactions chimiques pour éviter tout rejet dangereux. Les matériaux comme le polyuréthane ou le polyester, courants dans les isolations ou certains composants, peuvent aussi passer par une pyrolyse pour en dissocier les éléments et les recycler. Si une machine à laver comporte des matériaux composites complexes, plusieurs couches de plastique, de métal, de fibres, etc., il faut un processus spécial qui sépare chaque couche et permette un recyclage adéquat. Globalement, ces technologies servent un seul but: maximiser l'efficacité du recyclage et réduire l'impact négatif sur l'environnement. Parce qu'avec un traitement inadéquat, on peut se retrouver avec des fuites de produits dangereux ou des pollutions très ennuyeuses. On l'a bien compris, trier et recycler, c'est la clé pour donner une nouvelle vie aux ressources et préserver la planète. Voilà, tu sais tout. Maintenant, imagine le trajet de ta vieille machine. Elle peut se faire démonter, broyer, refondre, retransformer, et hop, la boucle est bouclée. Incroyable, non ? C'est ici que naissent les géants d'acier. Chaque année, plus de 300 millions de vannes industrielles sont fabriquées dans le monde. Et tout commence par le feu, le fracas, et des températures allant jusqu'à 3000 degrés Fahrenheit. Des fours titanesques, du métal en fusion et une précision fulgurante au dixième de millimètre près. Tu vas voir comment une simple roche devient une pièce capable de stopper le flux de pétrole, de gaz ou de produits chimiques sous une pression qui peut faire exploser une canalisation. C'est une histoire de puissance, d'ingénierie et du cœur brûlant de la métallurgie. Dans les profondeurs de la Terre, à plusieurs centaines de mètres, d'énormes excavatrices arrachent la roche brute. Des tonnes de minerais sont extraites. C'est la base des futures vannes industrielles. Les carrières s'étendent sur des kilomètres. Des foreuses perçant le sol, pendant que des camions aussi hauts qu'un immeuble à 2 étages transportent les matériaux vers des concasseurs. Là, des mâchoires d'acier écrasent la pierre pour la préparer à sa transformation. Le minerai broyé part ensuite vers les aciéries. Dans les hauts fourneaux, où il fait 1600 degrés Celsius, le fer est séparé des impuretés et se transforme en coulées brûlantes de métal fondu. Regarde-moi ça, d'immenses poches remplies d'acier liquide se penchent lentement pour verser leur contenu dans des moules. Des flammes, des étincelles, un vacarme assourdissant. Tout ça fait partie du processus qui donne naissance à un matériau capable de résister aux pires conditions. Une fois refroidi, le métal est découpé en plaques, en barres, en blocs. Chacune de ces pièces peut devenir une partie d'une vanne. Des trains et des camions les transportent vers d'autres usines, là où commence la phase suivante,
transformer ce métal brut en mécanisme de précision. Tout débute par la conception. Les ingénieurs établissent un plan ultra détaillé, en prenant en compte la température, la pression, le type de liquide ou de gaz que la vanne devra gérer, et sa durée de vie. Si nécessaire, les prototypes sont testés sur des bancs spécialisés qui simulent les conditions réelles d'utilisation. Et ce processus peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la complexité de la vanne. Statistiquement, plus de 60% du temps de développement est consacré aux tests de prototypes. C'est particulièrement vrai pour les vannes destinées à l'industrie pétrolière ou gazière, où la moindre erreur est critique. Une fois le modèle validé, les matériaux et les techniques de fabrication sont choisis en fonction de leur résistance à la pression et à la corrosion. Le métal arrive à l'usine. Le design est prêt. Il est temps de passer à la fonte. On verse le métal fondu dans des moules spécifiques pour obtenir la forme désirée. On utilise différents métaux, mais les plus courants sont la fonte, l'acier et le bronze. Chacun a ses propriétés, qui le rendent adapté à certaines conditions. D'abord, on chauffe le métal à des températures extrêmes. Par exemple, la fonte, l'acier ou le bronze fondent à plus de 1500 degrés Celsius. À cette température, le métal devient liquide et peut être coulé dans des moules spécialement conçus. Ces moules ont exactement la forme de la pièce à fabriquer, circulaire, plate, creuse, tout est possible. Ils sont fabriqués dans des matériaux ultra résistants, comme le sable ou le métal, pour supporter cette chaleur intense. Le moulage dans le sable est courant. On obtient des pièces faciles à usiner ensuite. Dans une grande usine de vannes industrielles, la fonderie est un vrai spectacle. Regarde ces blocs métalliques géants que la grue soulève dans les airs. Ils pèsent des centaines de kilos et brillent d'un éclat froid. La grue les amène doucement vers le four de fusion, chaque mouvement calculé au millimètre près. Quand les blocs tombent dans le cœur brûlant du four, un bruit sourd résonne. Puis, le métal commence à fondre. Il bouillonne, tourbillonne, comme de la lave en furie. La chaleur est telle qu'on la sent de loin, et la lumière orange te donne l'impression d'être devant les portes de l'enfer. Quand la consistance est parfaite, les opérateurs lancent la coulée. Un bras géant incline lentement le creuset. Une vague épaisse de métal en fusion déborde et remplit les moules en quelques secondes. Autour, de la vapeur s'élève. Même les moules réfractaires semblent au bord de fondre. Pour fabriquer des vannes fiables, on utilise des méthodes combinées de refroidissement. D'abord, on laisse les pièces reposer dans le moule. Puis, on les plonge dans des bains d'eau, d'huile, ou on les refroidit à l'air comprimé. Parfois, les pièces passent dans des fours à refroidissement progressif. C'est essentiel pour éviter les fissures et garantir une solidité maximale. Chaque pièce est ensuite nettoyée par sablage ou grenaillage, des jets puissants de sable ou de billes métalliques qui retirent les résidus de moule et la calamine. Pendant la fusion, la chaleur crée une couche d'oxyde sur la surface qu'il faut absolument enlever. Ensuite,
On coupe les excès de métal, les canaux de coulée, nécessaires au remplissage uniforme du moule. Parfois, ils représentent jusqu'à 20% du poids total. Place à l'usinage. Les pièces sont fixées sur des machines à commande numérique. Des outils coupants retirent l'excès de matière pour créer des surfaces lisses, des canaux précis. Certains ateliers traitent près de 100 pièces par équipe. On fraise des emplacements pour les joints d'étanchéité, essentiels pour éviter les fuites de liquide ou de gaz. On perce les trous pour fixer les vannes aux tuyaux. Pour ça, on utilise des forêts ultra résistants, car la fonte et l'acier sont durs comme de la pierre. Le diamètre intérieur des vannes peut aller de 10 mm à plus d'1 mètre, et la marge d'erreur ne doit pas dépasser un dixième de millimètre. C'est de la haute précision. Après l'usinage, on passe au polissage. Des disques ou bandes abrasives rendent les surfaces parfaitement lisses. Les parties internes des vannes sont particulièrement importantes. Leur qualité détermine la longévité de la pièce. Quand les vannes sont destinées à l'industrie chimique ou alimentaire, on les polit jusqu'à brillance miroir, car là, l'hygiène est cruciale. Enfin, toutes les pièces passent par un contrôle qualité strict. Imagine un peu, une plaque d'acier géante, grande comme une pièce, qui se transforme en une pièce parfaite. Pliée, super précise, on dirait qu'elle sort tout droit des mains d'un robot. Et tout ça, c'est grâce à une machine qui, en gros, plie le métal pour lui donner la forme qu'il faut. Les presses plieuses, c'est pas juste des outils, c'est carrément de la magie d'ingénieur, tu vois. C'est là que naissent les structures pour les bâtiments, les carrosseries de voitures, et même des pièces pour tes jeux vidéo préférés. Comment ça marche au juste? Quelle forme on peut créer à partir d'une seule plaque de métal? Et pourquoi le pliage, c'est tout un art, et pas juste une étape? Allez, on va décortiquer tout ça. Une presse plieuse, c'est un peu comme un énorme jeu de construction, mais pour le métal. Imagine une tôle toute plate qu'il faut plier pour obtenir une forme bien précise. La machine prend cette tôle et, hop, elle la plie avec des outils spéciaux pour avoir l'angle ou la forme voulue. D'abord, il faut vérifier si la tôle est bonne pour faire la pièce qu'on veut. Ça veut dire contrôler les dimensions et s'assurer qu'il n'y a pas de défauts, genre des fissures ou des cassures. Ensuite, on nettoie la tôle pour enlever la saleté et la rouille, avec une brosse métallique ou du papier de verre. C'est super important pour que le traçage soit net et pour la suite des opérations. Après ça, on trace sur la tôle avec des outils spécifiques, comme des règles, des équerres et des pointes à tracer. Ce traçage, ça comprend les lignes d'axe, les contours et aussi les points où il y aura des trous dans la future pièce. Pour que ce traçage tienne bien et ne s'efface pas pendant le travail, on recouvre la surface du métal avec une peinture spéciale. On peut utiliser de la craie sèche, ou alors un mélange de craie et de colle, ou même une solution de sulfate de cuivre. Une fois le traçage fait, on vérifie que tout colle bien avec le plan de la pièce. Dans les grosses usines, on utilise souvent des systèmes automatiques pour soulever et placer les tôles sur la machine. Ça peut être des convoyeurs, ou des bras robotisés qui positionnent la tôle pile poil sur la partie basse de la presse, qu'on appelle la matrice. Dans les plus petits ateliers, ou pour des petites séries, ce sont les opérateurs qui placent les tôles à la main. Les gars, enfin les opérateurs, avec leurs équipements de protection, gants et tout,
Ils soulèvent les tôles avec des outils spéciaux ou des palans et les posent sur la machine. Les tôles, ça peut varier en taille, hein? Des petites, qu'on peut soulever à la main tranquille, jusqu'à des plaques énormes qui demandent du gros matos pour les lever. Dans l'industrie lourde, on voit parfois des tôles qui font jusqu'à 10 mètres de long et 3 mètres de large. Ensuite, on choisit les bons outils, le poinçon pour la partie haute et la matrice pour la partie basse. C'est eux qui vont décider comment le métal va se plier, exactement. Pendant le pliage de la tôle, la presse appuie avec le poinçon sur la tôle et celle-ci se plie dans la matrice, créant la forme qu'on veut. Ce procédé permet de faire plein de formes et d'angles différents. Ça dépend juste du type de poinçon et de matrice qu'on utilise. La méthode la plus courante, c'est le pliage en V, utilisé pour créer des angles de toutes sortes. On retrouve cette forme partout, dans les éléments de construction, les carters de machines et d'équipements, les châssis et ainsi de suite. Le pliage en U, lui, sert à faire, des profilés en U, en acier ou d'autres métaux. C'est parfait pour fabriquer des profilés métalliques et des goulottes. Il y a aussi le pliage dit en arrondi ou rayonné, pour faire des pièces cylindriques ou coniques. On s'en sert pour produire des tubes, des cylindres et d'autres structures en volume. Pour des formes encore plus complexes, on peut faire du pliage multiple, par exemple pour obtenir un profilé en forme de caisson ou de chapeau. Le pliage de tôle permet donc de créer plein de formes. Mais faire une spirale, là, c'est une autre paire de manches. En général, les formes en spirale sont fabriquées avec des méthodes et des machines spéciales, comme les cintreuses à rouleaux ou rouleuses. Ces machines servent à fabriquer des surfaces cylindriques, coniques ou d'autres formes en volume. Elles créent des spirales en faisant passer le métal entre des rouleaux qui le façonnent petit à petit. On les utilise beaucoup pour fabriquer des tubes, des cylindres et d'autres structures métalliques qui ont besoin de cette forme en spirale. Quand on regarde une rouleuse travailler, on voit la tôle passer entre les rouleaux et prendre progressivement sa forme en spirale. La forme spirale, on la retrouve dans plein de secteurs industriels et même dans notre quotidien. Elle offre une grande résistance mécanique, une excellente conductivité. Elle tient bien la route face à la corrosion et à la fatigue du métal. Pensez aux ressorts, aux connecteurs, aux échangeurs de chaleur, à l'électrotechnique, l'électronique, l'industrie pétrolière et gazière, la chimie, les instruments médicaux. Partout là-dedans, on trouve des pièces en forme de spirale. Par exemple, pour les tubes spiralés en cuivre au beryllium, on utilise cette forme dans 50% des cas, grâce à leur superconductivité et leur résistance. Les câbles spiralés, on les trouve dans plus de 70% des systèmes d'automatisation industrielle, parce qu'ils sont flexibles et super résistants à l'usure mécanique. C'est logique. Et les ressorts spiralés, on les voit dans plus de 30% des actionneurs mécaniques.
parce qu'ils permettent d'ajuster la force du ressort comme on veut. Dans le pétrole et le gaz, les tubes spiralés ont plusieurs avantages. Ils s'adaptent facilement aux changements de niveau et de direction quand on transporte le pétrole ou le gaz. C'est crucial, surtout quand on construit des pipelines dans des zones géologiques compliquées, tu vois. En plus, ces tubes ont une soudure en spirale qui simplifie leur installation. Du coup, ça prend moins de temps à monter que les tubes classiques avec une soudure droite. On utilise aussi ces tubes spiralés pour nettoyer les puits après une fracturation hydraulique. On injecte de l'azote par ces tubes. Pour virer le propan, c'est le sable spécial. Des fissures. Ça permet d'espacer les maintenances et de remettre le puits en service plus vite. Pas mal, non? Ces formes métalliques, on peut les faire en différents matériaux, acier, alu, cuivre. Le choix du matériau, ça dépend de ce qu'on attend de la pièce finale et si on peut la réutiliser ou la recycler. C'est vrai que les méthodes de fabrication traditionnelles, ça peut consommer pas mal d'énergie et de ressources. Et ça, forcément, c'est pas top pour l'environnement. Mais bon, les technologies modernes, comme l'utilisation d'énergie renouvelable et l'optimisation des process, ça aide vachement à réduire cet impact. Le métal, l'avantage, c'est que ça se recycle et se réutilise super bien. Ça diminue la quantité de déchets et le besoin d'aller chercher de nouvelles matières premières. C'est particulièrement vrai pour l'acier et l'aluminium. Et pour protéger les pièces métalliques de la rouille, on utilise souvent des peintures en poudre. Elles sont plus écolos que les peintures liquides classiques, parce qu'elles n'ont pas de solvants organiques ni de cochonneries dedans. Passer à l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ça peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70, voire 90%. Par rapport aux énergies fossiles, c'est énorme. Améliorer les process et automatiser, ça peut faire baisser la conso d'énergie de 20 à 30% et réduire les déchets de 25%. Et réutiliser les pièces métalliques, ça diminue les déchets de 50 à carrément 70%.